Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui peut paraître un peu technique de prime abord, mais qui est en fait essentiel pour tout projet de bâtiment, la lecture des plans électriques. Absolument, c'est une compétence clé. Et les documents qu'on a sous les yeux, ils forment un excellent guide pratique pour s'y retrouver. Alors pourquoi c'est si important d'y regarder de près? C'est assez simple en fait. Les sources insistent là-dessus. Bien comprendre ces plans, c'est la base pour bien planifier, pour anticiper et surtout pour sécuriser une installation. Oui, et ce, avant même de toucher au premier fil. Exactement. Ça évite les erreurs qui coûtent cher, les retards sur le chantier et puis bien sûr, le plus important, les risques d'accident. On sait qu'ils sont malheureusement toujours présents dans ce secteur. Tout à fait. Et il n'y a pas que l'aspect pratique, hein, il y a aussi, et c'est crucial, la dimension réglementaire. Ah oui, Oui, les documents le rappellent bien. On a l'obligation de respecter des normes. En France, c'est la fameuse norme NFC 1500. la NFC 1500, oui. Voilà. Norme française C1500. C'est elle qui fait foi. Donc, savoir lire un plan, c'est aussi le moyen de s'assurer que tout sera conforme. C'est indispensable pour la sécurité à long terme et puis aussi pour obtenir les certifications nécessaires type Consuel. D'accord. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ensemble ce que ces documents nous apprennent. On va regarder les différents types de plans, le langage des symboles, comment les circuits s'organisent. Et le rôle central des normes, bien sûr. Voilà. Alors, on explore ça ensemble. Allons-y. Bon, le guide pratique qu'on a, il distingue principalement trois grands types de schémas électriques. Chacun a vraiment sa spécificité, son utilité. C'est ça. Trois vues complémentaires. Commençons par celui qui est peut-être le plus parlant visuellement, le schéma architectural. Celui-là, on peut dire que c'est un peu le plan de situation, non? Il montre l'installation électrique directement sur les plans du bâtiment. On voit les murs, les pièces. Exactement. Il superpose tout. On voit où vont être les prises, les interrupteurs, les luminaires, même le tableau électrique. Tout est localisé précisément. Avec des symboles spécifiques et des cotes, j'imagine, pour les hauteurs, les distances. Oui, voilà. Des symboles normalisés, très importants, et souvent des indications de mesure. L'idée, c'est vraiment de pouvoir visualiser l'installation dans l'espace réel, quoi. Je vois. Et ce qui est vraiment fondamental avec ce schéma architectural, c'est son rôle pour la coordination. La coordination entre les différents artisans. Tout à fait. Les sources le soulignent bien. C'est un document de dialogue essentiel pour que l'architecte, le maçon, le plaquiste, l'électricien, enfin que tout le monde travaille en harmonie. D'accord. Ça garantit que l'installation s'intègre bien, pas seulement techniquement, mais aussi esthétiquement. On évite par exemple une prise qui tombe en plein milieu d'un futur placard. Ou un interrupteur caché derrière une porte. Voilà le genre de choses qui arrivent si on n'anticipe pas. Le guide donne des exemples concrets, comme le positionnement précis des prises par rapport aux meubles à venir ou l'intégration d'éclairage encastré dans un faux plafond. Ah oui, c'est très pratique. C'est crucial pour éviter les conflits sur le chantier, les modifications de dernière minute qui coûtent cher et qui sont toujours source de tension. Bref, négliger ce plan, c'est prendre des risques. Compris. C'est vraiment le plan qui ancre l'électricité dans la réalité physique du bâtiment. Mais pour comprendre la logique même de l'installation, son organisation interne, il faut autre chose, non? Effectivement, là on passe au deuxième type de plan mentionné, le schéma unifilaire. Unifilaire. Oui, unifilaire, parce qu'il représente chaque circuit par un seul trait, peu importe combien il y a de fils dedans en réalité. Ah, d'accord. C'est une vue simplifiée alors. Très simplifié, oui. Une représentation schématique qui montre l'essentiel, comment les circuits partent du tableau électrique, quelles sont les protections principales, les disjoncteurs, les différentiels, et quels appareils ou groupes d'appareils ils alimentent. Donc moins de détails physiques, mais plus une vision de la structure, de la logique. C'est ça. C'est exactement ça. Son gros avantage, et les documents insistent là-dessus, c'est sa lisibilité. Même pour un non-expert. Oui, même pour quelqu'un qui n'est pas électricien. Avec un peu d'habitude, on comprend l'organisation générale. C'est idéal pour une vue d'ensemble rapide, pour vérifier si les protections de base sont là, conformément aux normes. Et c'est très utilisé en début de projet. En phase de conception. Voilà. L'exemple donné dans les sources est assez parlant. Un électricien qui démarre un projet pour un appart neuf, il va utiliser l'unifilaire pour dimensionner son tableau, estimer le nombre de circuits, voir comment les répartir. D'accord. C'est vraiment un outil de planification globale. Mais attention, hein, il ne dit pas comment câbler concrètement. Il ne suffit pas pour l'exécution.
Ok, donc on a l'architectural pour l'emplacement, l'unifilaire pour la structure globale. J'imagine qu'il faut bien un plan qui explique comment on connecte tout ça fil après fil. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient le troisième type, le schéma multifilaire. On l'appelle aussi parfois schéma de câblage. Multifilaire. Là, le nom est clair. Oui, là on change complètement de niveau de détail. Ce schéma, il représente tous les conducteurs électriques. La phase, le neutre, la terre, les navettes pour les va-et-vient, etc. Ah oui, Avec leurs couleurs normalisées et surtout leur connexion précise entre les différents composants, les interrupteurs, les prises, les lampes, les boîtes de dérivation et bien sûr les protections dans le tableau. ça doit être dense comme information. J'imagine un vrai plat de spaghettis parfois. Ça peut l'être, mais c'est absolument indispensable pour l'exécution, pour le câblage réel de l'installation. Les documents sont clairs, cette précision, elle minimise énormément les erreurs de connexion. Erreurs qui peuvent être dangereuses en plus d'être coûteuses. Exactement. Surtout aujourd'hui, avec des installations de plus en plus complexes. On parle de domotique, de gestion centralisée de l'éclairage, des volets roulants, du chauffage. L'exemple cité dans le guide, oui. Essayer de câbler tout ça sans un schéma multifilaire détaillé, c'est chercher les ennuis. Et puis, autre avantage non négligeable, pour le dépannage. Ah oui, En cas de problème, ce schéma permet de suivre chaque connexion, de tester les continuités, de trouver une panne beaucoup plus vite que si on devait chercher à l'aveuglette. C'est un gain de temps et d'efficacité énorme pour la maintenance. c'est logique. Donc, trois plans qui se complètent. L'architectural pour savoir où, l'unifilaire pour comprendre la structure et le multifilaire pour savoir comment câbler en détail. C'est une bonne façon de résumer, oui. Maintenant, pour lire n'importe lequel de ces plans, il faut connaître leur langage. Les documents insistent beaucoup sur les symboles. Oui, c'est la base, comme apprendre l'alphabet. Pour décoder un plan électrique, il faut maîtriser ces fameux symboles graphiques normalisés. Chaque composant a le sien. Et il faut utiliser les bons. Absolument, le guide est très ferme là-dessus. Utilisez les symboles officiels sans les modifier, sans en inventer. C'est impératif. Pour que tout le monde se comprenne. Exactement, pour éviter toute ambiguïté qui pourrait conduire à une erreur de câblage. Et une erreur en électricité, ça peut être grave. Tout à fait. On a quelques exemples classiques donnés. Le cercle barré de 2 traits pour une prise standard. Oui. Le cercle avec une petite ligne brisée pour un interrupteur simple. Le L, oui. Ou le rectangle qui représente le tableau électrique. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Oui, pour les luminaires, les différents types de prises, les boutons poussoirs, les télérupteurs. C'est vrai que ça demande un petit effort au début, mais une fois qu'on les connaît, ça devient fluide. C'est un langage commun. C'est ça. Standardisé, au moins au niveau national, avec la norme NFC 1500, ce qui garantit que tous les professionnels parlent la même langue sur un chantier. Mais bon, connaître les symboles, ça ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment ils s'organisent en circuit. Les circuits, oui, c'est un autre mot-clé qui revient tout le temps dans les sources. C'est quoi exactement un circuit? Alors, un circuit électrique, tel que c'est décrit, c'est une partie bien définie de l'installation. Elle est alimentée et protégée par un dispositif spécifique dans le tableau électrique, en général un disjoncteur. Comme une branche de l'installation. C'est une bonne image, oui, une branche, qui part du tableau. Et pour s'y retrouver, chaque circuit est identifié sur les plans, souvent par une lettre, A, B, C, ou un numéro. D'accord. Et ensuite, tous les éléments de ce circuit, les prises, les lampes, sont numérotés, A1, A2, B1, B2, etc. C'est une organisation logique. Et très importante, j'imagine. Oui. Et le guide distingue bien plusieurs types de circuits typiques. On a les circuits pour l'éclairage, Juste les lumières? voilà. Ensuite, les circuits pour les prises de courant dites générales, celles qu'on trouve dans les pièces de vie, les chambres. Les prises standards. C'est ça. Et puis, il y a les circuits spécialisés. Ceux-là, ils sont dédiés à des appareils bien précis, les gros consommateurs d'énergie. Comme le four électrique? Le lave-linge, Exactement. le four, la plaque de cuisson, le lave-linge, le lave-vaisselle, le chauffe-eau électrique. La norme impose que chacun de ces appareils ait son propre circuit dédié avec sa propre protection. Et pourquoi cette séparation si stricte? C'est juste pour mieux s'organiser? Non, non, pas seulement. C'est fondamental pour plusieurs raisons, toutes liées à la sécurité et au bon fonctionnement. Ah oui? Premièrement, ça permet de gérer la charge. En mettant les gros appareils sur leur propre circuit, on évite de surcharger les circuits des prises classiques. Deuxièmement, la sécurité. Si un appareil a un défaut, un court-circuit par exemple. Ça ne coupe que ce circuit-là. Exactement. Ça ne plonge pas toute la maison dans le noir. Troisièmement, ça facilite aussi la maintenance et les évolutions futures. D'accord. D'ailleurs, la norme NFC 1500 est très précise là-dessus. Elle fixe le nombre maximum de points, prises ou lumières,
par circuit, et elle impose ces circuits spécialisés. C'est vraiment une règle de base pour une installation sûre. C'est clair. Donc, l'organisation en circuit est directement liée à la sécurité. Et en parlant de sécurité, les documents insistent aussi beaucoup sur les appareils de protection eux-mêmes. Ah oui, là, on est au cœur du réacteur. Deux dispositifs sont systématiquement mentionnés, leur rôle est vital. D'abord, les disjoncteurs divisionnaires. Ceux qui sont dans le tableau, un par circuit. C'est ça, on les appelle aussi magnétothermiques. Leur rôle est double. Protéger les câbles et les appareils du circuit contre les surcharges, quand on branche trop de choses ou qu'un appareil tire trop de courant trop longtemps, et contre les courts-circuits, le contact direct entre phase et neutre. Ils coupent le courant si ça arrive. Automatiquement, oui. Ensuite, il y a les interrupteurs différentiels. Les différentiels? Voilà, ils sont placés avant les disjoncteurs, souvent pour protéger un groupe de circuits. Et leur mission est différente. Eux, ils protègent les personnes. Contre l'électrocution. Précisément. Ils mesurent en permanence s'il y a une différence, même toute petite, entre le courant qui entre dans les circuits qu'ils protègent et celui qui en sort. Si une partie du courant fuit vers la Terre. Ce qui peut arriver si on touche un appareil défectueux. Exactement. Si une personne touche une partie métallique sous tension à cause d'un défaut d'isolement, le différentiel détecte cette fuite de courant et coupe l'alimentation en une fraction de seconde. C'est une protection absolument essentielle. Et au-delà de ces appareils, les sources mentionnent aussi d'autres points de sécurité liés au câblage lui-même. Oui, tout à fait. Deux points essentiels dictés par la norme. Premièrement, la section des conducteurs. La taille des fils. Oui, leur diamètre en quelque sorte, exprimé en millimètres carrés, mm carrés. Elle doit être adaptée à l'intensité du courant qui va passer dedans et au type de circuit. Typiquement, on utilise du 1,5 mm² pour l'éclairage, du 2,5 mm² pour les prises classiques. Et plus gros pour les appareils puissants. Voilà, 4 mm², 6 mm², parfois plus pour les plaques de cuisson par exemple. Utiliser une section trop faible, c'est le risque d'échauffement des fils et donc un risque d'incendie. C'est très important. Et le deuxième point, C'est le nombre maximum de points d'utilisation par circuit. C'est aussi réglementé. Par exemple, pas plus de 8 points lumineux sur un circuit d'éclairage protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères. Ou un nombre limité de prises par circuit, souvent 8 ou 12, selon la section du fil et le disjoncteur. d'accord. Respecter scrupuleusement ces règles, qui doivent être claires sur les plans, soit implicitement par le choix des protections, soit explicitement dans le détail des circuits, c'est fondamental pour la sécurité et la conformité. C'est très clair. On a donc les plans théoriques, les symboles, les circuits, les protections. Mais comment on fait le lien concrètement entre tout ça et les murs du bâtiment, une fois sur le chantier? C'est là qu'intervient un autre document qui est mentionné souvent en complément du schéma architectural, le plan de position. Ah oui, le plan de position. Son rôle, c'est vraiment de faire le pont entre le papier et le terrain, non? Il indique très précisément où chaque élément doit être installé dans les pièces, l'emplacement exact des prises, hauteur par rapport au sol, distance d'un angle. Oui, des interrupteurs, des appliques, des points lumineux au plafond, du tableau, des boîtes de dérivation. Tout doit être positionné. Et surtout, il doit être parfaitement cohérent avec les autres schémas, l'unifilaire et l'architectural. Pas de contradiction. C'est un guide pour les installateurs, en fait. Exactement. Indispensable pendant la phase de pose, pour être sûr que tout est au bon endroit, comme prévu et validé. Une erreur de positionnement, une fois les cloisons fermées, c'est compliqué à rattraper, hein. J'imagine. Donc la cohérence entre tous ces documents est clé. Et tout ce travail de planification, de dessin, d'installation, ça doit aboutir à quoi au final? À une chose essentielle, la conformité. La conformité aux normes. C'est un point sur lequel les sources insistent énormément. On a déjà parlé de la NFC 1500, c'est vraiment la référence absolue en France. On peut le dire, oui. C'est la Bible de l'électricien. Elle fixe toutes les règles techniques et de sécurité pour les installations électriques à basse tension. Que ce soit dans le neuf, en rénovation complète, mais aussi dans le tertiaire, les commerces. Elle couvre énormément de choses alors. Ah oui. La conception du tableau, les protections, les sections de fil, le nombre et le type de circuit, la mise à la terre, les règles spécifiques pour les salles de bain, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, tout y est. Son but premier, c'est la sécurité des personnes et la protection des biens contre les risques électriques, l'incendie, l'électrocution. Et les documents disent même qu'elle va évoluer bientôt. Oui, c'est un point intéressant, ça montre que c'est un domaine qui bouge. Le guide mentionne une mise à jour importante de la NFC 500 prévue pour 2025. Ah oui, on sait quoi?
Pas dans le détail, mais il est indiqué qu'il y aura de nouvelles prescriptions, notamment sur les circuits dédiés. Peut-être en lien avec la recharge des véhicules électriques, qui sait, C'est probable, oui. et peut-être aussi sur la protection générale des installations. Ça montre bien qu'il faut que les professionnels, les électriciens, mais aussi les architectes, les bureaux d'études, se tiennent informés en permanence. La formation continue, quoi. Exactement. C'est d'ailleurs suggéré dans les sources. Rester à jour, c'est crucial pour faire des installations conformes. Et cette conformité, comment elle est vérifiée concrètement? Par des contrôles. Les documents rappellent bien qu'il y a une obligation légale de fournir tous les plans et schémas électriques de l'installation. Ils doivent être complets et signés par l'installateur. Pour les contrôles? Oui. En France, pour le résidentiel neuf ou entièrement rénové, il y a un contrôle obligatoire avant la mise sous tension définitive par le fournisseur d'énergie. C'est le fameux Consuel. Le Consuel, oui. C'est l'organisme officiel agréé pour vérifier la sécurité des installations électriques. Obtenir leur attestation de conformité, c'est indispensable. Et pour ça, les plans sont une preuve formelle que tout a été fait dans les règles de l'art et selon les normes. D'accord. Bon, on a couvert pas mal de choses là. Si on devait résumer les points vraiment essentiels à retenir de cette exploration des plans électriques, d'après les documents qu'on a, alors récapitulons. Premièrement, lire et comprendre les plans électriques, ce n'est pas juste pour les électriciens, c'est une compétence importante pour tous ceux qui interviennent sur un chantier. Pour la communication, la coordination, Voilà, architectes, maîtres d'œuvre, les autres artisans et même le client final hein, pour comprendre ce qui est fait. Deuxièmement, il n'y a pas un plan, mais plusieurs types. Architectural, unifilaire, multifilaire, ils se complètent et servent à des choses différentes. de la vision globale au détail du câblage. C'est ça. Et troisièmement, maîtriser le langage commun, les symboles normalisés et comprendre comment l'installation est organisée en circuit distant, c'est fondamental pour pouvoir interpréter ces plans et travailler correctement. C'est une excellente synthèse. Et tout ça, comme on l'a vu, ça converge vers deux buts majeurs qui sont liés. La sécurité des personnes et des biens et la conformité réglementaire. Avec la norme NFC 1500 en chef d'orchestre, Exactement. Les sources le disent bien. Quand tout le monde maîtrise ses plans, ça renforce la sécurité. Ça augmente l'efficacité sur le chantier, moins d'erreurs, moins de reprises, et ça fluidifie la collaboration entre les corps de métier. C'est aussi un gage de qualité pour l'installation elle-même. Et pour ouvrir un peu la discussion, il y a une réflexion intéressante qui émerge un peu des documents, même si c'est juste mentionné. C'est l'impact des outils numériques. les logiciels de CAE, conception assistée par ordinateur. Oui, voilà. Ces logiciels spécialisés en électricité, ils transforment la façon dont on crée les plans. C'est plus facile, plus précis, peut-être plus automatisé. Mais ça change aussi comment on les utilise sur le terrain. On peut imaginer des tablettes sur les chantiers. Oui, ou même de la réalité augmentée qui superpose les circuits virtuels aux murs réels. Ces outils sont puissants, c'est sûr. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette facilité d'accès à l'info ne risque pas, paradoxalement, de réduire l'incitation à vraiment comprendre les plans en profondeur? Ah, c'est intéressant comme point. L'outil ne doit pas remplacer la compétence de base. C'est ça. La capacité à lire, interpréter, avoir un regard critique sur un plan, ça reste essentiel. Les outils sont des aides, pas des substituts à la connaissance. Et ça renforce encore l'importance de la formation continue, comme le suggèrent les sources. Pas seulement pour maîtriser les normes qui évoluent, mais aussi pour... Merci pour votre attention et à bientôt.